Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la crise au Mali au cœur d'une réunion extraordinaire de la CEDEAO ce vendredi. Les chefs d'État de la sous-région qui ont suspendu le Mali depuis la démission forcée d'Ibrahim Boubacar Keïta se sont épanchés sur les conditions de la transition politique. L'Afrique gagne sa bataille contre la poliomyélite, 20 ans après que le Nigeria ait été désigné épicentre mondial de cette affection qui touche les enfants. L'OMS a certifié le continent comme exempt de cette maladie. Et en fin d'édition, nous prendrons la direction du Cameroun où 30 ans après leur participation à la Coupe du Monde en Italie, les premiers quarts de finalistes camerounais ont reçu les clés de leur maison promises par le président Paul Biya. Mais tout d'abord, l'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro ne pourra ni se présenter ni voter à la présidentielle du 31 octobre prochain. Le tribunal de Korogo, situé dans le nord du pays, a confirmé la radiation de liste électorale de Guillaume Soro ce vendredi, quelques jours après celle de l'ancien président Laurent Gbagbo. Bien que tous leurs recours soient épuisés, les avocats de Guillaume Soro ont annoncé qu'en dépit de cette décision, leur client déposera son dossier de candidature à la commission électorale indépendante ce lundi 31 août, date butoir du dépôt de dossier. La CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, réunie ce vendredi par visioconférence. Une réunion extraordinaire consacrée au Mali, au cours de laquelle les dirigeants de la sous-région ont exigé de la junte militaire une transition politique menée par une personnalité civile pour une durée de 12 mois. Les détails dans ce sujet de Sadou Alizé Mokhtar. Une transition malienne dirigée par un président civil, telle est l'exigence des chefs d'État de la CEDEAO. Réunis en session extraordinaire par visioconférence, les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, après avoir pris acte de la démission du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, ont demandé la mise en place rapide d'un gouvernement civil pour faire face aux défis du Mali et préparer les élections dans un délai de 12 mois. Après un examen attentif de la situation, notre sommet décide de prendre les décisions suivantes. Demande aux responsables du CNSP d'engager une transition civile immédiatement en consultation avec la Cour constitutionnelle, les partis politiques et les organisations de la société civile et tous les autres acteurs qui peuvent contribuer à la mise en place de solutions de sortie de crise. Aucune structure militaire ne devrait être au-dessus du président de la transition. Cette conférence virtuelle fait suite à celle ayant eu lieu 2 jours après la prise du pouvoir au Mali par des militaires. Le sommet a notamment évalué la situation au Mali sur la base du rapport du médiateur de la CEDEAO pour le Mali, l'ancien président de la République fédérale du Nigeria, Goodluck Jonathan. Notre sommet décide que les sanctions énoncées au point 13H et 13I de la déclaration des chefs d'État et de gouvernement du 20 août 2020 seront levées progressivement en fonction de la mise en œuvre des décisions ci-dessus. Ces mesures contribueront certainement à guérir le Mali des démons du putschisme. Les chefs d'État de la CEDEAO, qui ont déjà suspendu le Mali de leur instance, se sont donné rendez-vous à Niamey le 7 septembre 2020 en session ordinaire afin d'apprécier l'évolution de la situation. Le 27 décembre prochain, les électeurs centrafricains sont appelés à se rendre aux urnes, une date qui marquera en effet la tenue des élections générales, dont la très attendue élection présidentielle. Alors qui pour succéder au président sortant Faustin Archange Touadéra? Comme candidat, on retrouve notamment Catherine Samba Panza, l'ancienne présidente de la transition Zahra Mohamed Moutou. Les Centrafricains, attendus aux urnes le 27 décembre 2020 pour les élections législatives et présidentielles, une présidentielle autour de laquelle le paysage politique centrafricain est en pleine effervescence. La pré-campagne bat son plein et les candidats éventuels tentent de se positionner. À l'instar de Catherine Samba Panza, elle a été la présidente de la transition de 2014 à 2016, devenant ainsi la première femme centrafricaine à accéder au rang de chef d'État. Elle a été choisie par le Conseil national de transition
dans des contextes assez difficiles. Donc crise sociale, crise politique, crise sécuritaire, avec une feuille de route qui lui a été, je ne peux pas dire proposée, mais plutôt imposée par la sous-région. Cette feuille de route en 4 points, donc elle a valablement rempli sa mission et elle a transféré le pouvoir donc, au 30 mars 2016 à la gouvernance actuelle. Et donc il y a eu des acquis de la transition et aujourd'hui nous nous rendons compte qu'il y a eu 4 ans de perdus. 4 ans de perdus et il y a beaucoup de voix qui se sont levées pour faire appel à Mme Samba Panza de revenir. Une candidature de Catherine Samba Panza, 66 ans, également connue dans les milieux du militantisme pour les droits des femmes. Elle devra affronter entre autres le président sortant Faustin Archange Touadéra. Le chef de l'État est en fonction depuis le 30 mars 2016, mais est confronté aux multiples blocages d'un État dont le pouvoir peine à s'imposer. À quelques mois d'une élection présidentielle à haut risque, et malgré l'accord signé en février 2019, la Centrafrique est toujours en proie aux exactions des milices et le gouvernement ne contrôle qu'une partie du territoire. Le président Touadéra nous a promis une politique de rupture et nous constatons que ce n'est qu'une posture mal intentionnée. Nous constatons que c'est que des mots. Donc là, elle arrive avec une offre qui est assez simple, qui est axée sur 5 points. C'est-à-dire il y a l'État, il y a la santé, il y a le capital humain. Donc il y a tous ces points-là que nous allons défendre. Nous allons développer en 25 engagements. La Centrafrique doit aller aux élections à la fin de l'année. Mais des voix s'élèvent contre le processus préélectoral dans ce pays occupé à plus de 75% par des groupes armés. Et le président togolais Faure Gnassingbé poursuit sa tournée en Afrique centrale. Après le Gabon, le chef de l'État togolais s'est rendu au Congo. Une visite de travail et d'amitié de 24 heures durant laquelle il s'est entretenu avec son homologue, le président congolais Denis Sassou Nguesso. Covid-19, le renforcement de l'axe bilatéral entre le Togo et le Congo, mais aussi l'épineuse question de la situation au Mali. Les deux présidents ont passé en revue l'actualité du continent. Kamesh Katapoulé. Visite du président togolais Faure Gnassingbé à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Le chef de l'État du Togo est arrivé à l'aéroport international d'Olombo ce jeudi 27 août pour une visite de 24 heures. Une rencontre au sommet de l'État dans un contexte de crise sanitaire. Les deux dirigeants africains ont en effet tenu à rappeler la dangerosité du virus en exhortant les populations à davantage de vigilance. Nous avons eu à évoquer une crise que le monde entier vit. D'abord, celle de la pandémie. Coronavirus, comparer et discuter de nos situations respectives, c'est une crise qui affecte nos pays, nos économies et qui semble reprendre sous d'autres cieux. Nous avons vu l'impact et les dégâts que cela provoque dans nos populations et je profite pour lancer un appel aux populations ici même et au Togo et tous ceux qui nous écoutent. Cette maladie est dangereuse, il faut respecter les mesures barrières. Au cours d'un échange de plus d'1 heure, les deux chefs d'État ont abordé des questions relatives au renforcement de leur coopération bilatérale. Un échange au cours duquel ils ont également évoqué la crise politique au Mali et notamment la libération du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta. L'ancien chef de l'État malien avait été arrêté par la junte militaire après le coup d'État survenu le 18 août dernier. Nous avons eu le plaisir et le bonheur de lire sur les médias la libération de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et je vous disais qu'il a pris des initiatives discrètes. Le président Ibeka a voulu s'entretenir avec le président Sassou Nguesso qui lui-même a eu l'amabilité de me le passer. Nous avons apprécié sa voix rassurante. Les présidents Faure Gnassingbé et Denis Sassou Nguesso se sont également entretenus sur la problématique du terrorisme qui sévit en Afrique de l'Ouest. Un sujet épineux qui devrait être au cœur des discussions lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO ce vendredi 28 août. En République démocratique du Congo voisine, les marchés publics des infrastructures sont source de frustration. Les expatriés sont de plus en plus privilégiés et se voient attribuer facilement des marchés au détriment des nationaux.
pour les entrepreneurs locaux dans le secteur des infrastructures. Il s'agit donc de monter au créneau. Ils exhortent les autorités à faciliter l'accès au marché public pour ces derniers. Reportage de notre correspondant à Kinshasa, Jacques Mboka. Les entrepreneurs dans le secteur de l'infrastructure en République démocratique du Congo montent au créneau. Ils fustigent les obstacles qui les empêchent d'accéder au marché public. Malgré les potentiels et toutes leurs qualifications, ces professionnels dans le domaine des infrastructures assistent impuissants à l'octroi des marchés aux étrangers. L'autorité politique congolaise n'accompagne pas les entrepreneurs congolais dans des projets. Nous voyons que tous les grands projets sont exécutés par des entreprises étrangères, ce qui n'est pas bon pour nous. Alors, nous avons suivi le discours du chef de l'État qui nous a demandé d'oublier les passés et de voir l'avenir. C'est ce qui nous a amené à réfléchir sur tout ça. C'est donc un réel casse-tête qui ne facilite pas l'épanouissement de la main-d'œuvre locale. Alors que le pays a ouvert plusieurs chantiers dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État, les entrepreneurs locaux ont déploré le fait que la plupart de ces marchés aient été octroyés aux étrangers, des fois sans le respect des règles en la matière. Pour changer ce système, ça ne demande même pas les lois, ça demande la volonté. Que le monsieur des infrastructures, le monsieur de ZTPR, l'Inde Affairs, tous ces ministres sectoriels, qu'ils soient conscients que nous devons changer. Eux-mêmes là où ils sont assis, qui me regardent, ils disent que je change, qu'ils disent seulement eux-mêmes, je change, je donne les marchés aux locaux. S'ils ne sont pas compétents, je donne aux étrangers. Les entrepreneurs du secteur de la construction posent donc un problème fondamental qui affecte l'ensemble des secteurs économiques du pays. Pour bon nombre d'observateurs, la formation même des jeunes dans tous les domaines ne peut donner des résultats probants que si l'État congolais facilite aux nationaux l'accès au marché public. Le poliovirus sauvage fait désormais partie du passé en Afrique. Le continent a reçu ce 25 août la certification de l'Organisation mondiale de la santé, la fin de 20 ans de combat contre cette maladie qui s'attaque à la moelle épinière et peut provoquer une paralysie irréversible chez les enfants. Marie-Colette Babasangana. Le poliovirus sauvage, l'agent pathogène responsable de la poliomyélite, a été officiellement déclaré mardi 25 août éradiqué du continent africain par l'Organisation mondiale de la santé. L'annonce officielle s'est faite par visioconférence en présence du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sa directrice régionale pour l'Afrique, Matshidiso Moeti, les milliardaires et philanthropes nigériens Alingo Dangote et américains Bill Gates. Réjoui de prendre part à cet événement historique pour célébrer nos efforts collectifs pour une éradication du poliovirus sauvage sur le continent africain. Ça fait pratiquement 30 ans que l'Assemblée mondiale de la santé a adopté une résolution pour éradiquer la poliomyélite, notamment sur le continent africain. Aujourd'hui, nous voyons la réalisation de cet engagement. J'aimerais ici saluer et féliciter mon frère, Son Excellence, M. Cyril Ramaphosa, président d'Afrique du Sud et président en exercice de l'Union africaine, pour son leadership et pour son rôle qui permet de conduire l'Afrique à ce point précis où, depuis 1996, paix à son âme, Nelson Mandela a lancé l'initiative « Boutons la polio hors d'Afrique ». Le 21 août 2016, le Nigeria, épicentre du poliovirus, célébrait le 3e anniversaire de son dernier cas de poliovirus sauvage. En tant que dernier pays d'Afrique où la poliomyélite a été endémique, le Nigeria, après 4 ans sans avoir aucun cas diagnostiqué ou découvert, ouvre ainsi la voie vers une certification polio-free. On behalf of all the ARCC members, à travers ma voix, je souhaite remercier les chefs d'État, chefs de gouvernement, ministres de la Santé pour cet accomplissement, ainsi que tous nos partenaires pour leurs initiatives globales en vue d'éradiquer la poliomyélite, car sans toute cette mobilisation et assistance, nous n'aurions pas pu atteindre ce résultat historique.
Le 18 juin 2020, la Commission régionale de certification pour l'Afrique avait déclaré le Cameroun libre du poliovirus sauvage de type 1, 2 et 3. Avec cette nouvelle certification de l'Organisation mondiale de la santé, le poliovirus sauvage devient ainsi le deuxième virus à être éradiqué du continent depuis la disparition de la variole il y a 40 ans. Face à l'augmentation ces dernières semaines des cas de Covid-19 au Rwanda, le gouvernement réagit. Les mesures de lutte contre l'épidémie ont été durcies depuis le 27 août. Les habitants du pays des 1000 collines sont de nouveau soumis à un couvre-feu nocturne de 21h à 5h du matin. Et les transports publics depuis la capitale vers les districts ont été mis à l'arrêt. Fraterne Dakaisanga, notre correspondant à Kigali, nous en dit plus. À la plus grande gare routière du Rwanda, à Nyabugogo, plusieurs bureaux sont encore fermés, comme durant la période de confinement. C'est ici qu'on achète les tickets de bus à destination des différents districts du pays depuis Kigali, la capitale. 3 mois après l'autorisation des liaisons entre Kigali et les provinces, le gouvernement est revenu sur sa décision et pour cause, les nouveaux cas de contamination de coronavirus grimpent dans la capitale. On a senti que les gens étaient vraiment très conscients, très prudents. Mais au fil des semaines, on a senti un relâchement total. On a vu des gens qui s'adonnent à des fêtes dans leur domicile. On a vu surtout les jeunes qui n'hésitent pas à fêter, à faire des sorties par dizaines. Voyez-vous, et sans masque, sans aucune distanciation sociale. À partir du 27 août également, le couvre-feu commencera à 19h du soir plutôt qu'à 21h jusqu'à 5h du matin. 2 marchés des plus importants de Kigali ont aussi été fermés. Mais pour un pays qui est cité comme exemple dans la gestion de cette crise sanitaire, il est important de durcir les mesures. Je pense qu'il doit y avoir une prise de conscience, mais surtout à nos gouvernements de renforcer le côté communicationnel. On doit communiquer beaucoup, on doit vraiment être sûr qu'au quotidien, les gens sont informés au jour le jour et prendre conscience de la gravité de la situation. À la date du 27 août 2020, le Rwanda totalisait 3672 cas de contamination sur plus de 388 000 tests réalisés, c'est-à-dire 1% du taux de positivité au Covid-19. 1863 personnes sont rétablies et 15 ont succombé à la maladie, soit un taux de mortalité de 0,4% selon les statistiques du ministère rwandais de la Santé. Et l'impact du Covid-19 se fait également ressentir dans l'univers du divertissement kényan, pris de court par les mesures de lutte contre le Covid-19. Plusieurs comédiens kenyans ont entrepris de se réinventer, ne pouvant plus se produire de manière directe face à leurs spectateurs. Sleepy David et Victor Baer ont lancé un comédie club en ligne pour le plus grand plaisir de leurs fans. Kamesh Kaltapouli. Au Kenya, les 2 humoristes Sleepy David et Victor Baer revisitent la pratique du stand-up. Pris de court par l'avènement du coronavirus, les 2 comédiens ont été obligés de se réinventer. C'est pourquoi ils ont décidé de lancer avec leur équipe leur propre comédie club en ligne. Un défi majeur pour ces 2 artistes habitués aux planches de stand-up de la capitale Nairobi. Pour nous, c'est plus une innovation. Cela prouve à quel point le monde de la culture a changé. Beaucoup de personnes ont perdu leurs emplois et nous, on a juste été capables de créer du possible dans l'impossible. C'est ce que représente notre Comedy Club. Pour donner vie à leur Comedy Club, Sleepy David et Victor Baer ont ainsi transformé le bar d'un hôtel en véritable studio d'enregistrement. Décors, lumière, son, tout a été imaginé par l'ensemble de l'équipe. Leurs performances sont filmées avec des webcams et sont ensuite diffusées sur Facebook. Un outil qui leur permet également de conserver leur lien avec leurs fans. C'est une nouvelle culture, une culture qui ne mourra pas, contrairement au Covid. Une fois que tu es sur Facebook, tu continues à exister en tant qu'artiste, et ce, pour un long moment. Pour Sleepy David et Victor Baer, le succès est au rendez-vous. Même après la fin du coronavirus, les 2 comédiens prévoient de conserver leur comédie club en ligne.
Et chose promise, chose due, les Lions indomptables du Cameroun, premier quart de finaliste de la Coupe du Monde en 1990 en Italie, sont entrés pleinement en possession d'une récompense exceptionnelle du chef de l'État Paul Biya, 22 logements T6 du portefeuille immobilier de la Société immobilière du Cameroun. Nathalie Mo. Ils ont reçu les clés de leur nouveau domicile, 16 lions indomptables de l'épopée 90. Ce 27 août 2020 au Palais des Sports de Yaoundé, Roger Mila et 15 de ses ex-coéquipiers sont officiellement devenus propriétaires de logements promis par le président de la République du Cameroun, Paul Biya. Cette récompense rappelle à la mémoire collective la magie dans laquelle le Cameroun et l'Afrique ont été transportés par cette équipe particulièrement déterminée. Pour moi, le geste du chef de l'État est un témoignage de la reconnaissance du peuple camerounais. Et ce témoignage-là, le chef de l'État le matérialise par un appartement. Mais c'est un témoignage que j'ai tous les jours. Tous les petits-enfants qui m'appellent Jojo ne savent même pas. Oh, m'appeler Jojo veut dire que vous me connaissez bien. Vous me connaissez à travers quoi? À travers ses performances. 30 ans après la Coupe du Monde 90 en Italie, les Lions indomptables se sont réinventés. Mais ils continuent de récolter les lauriers de cette époque où ils ont été les premiers Africains à atteindre les quarts de finale de cette compétition. Cette génération de 90, c'est une génération qui a beaucoup fait, qui a ouvert des portes au niveau du Cameroun, c'est beaucoup plus au niveau de l'extérieur. Moi, je vis en Allemagne depuis 20 ans, mais cette Coupe du Monde, quand on parle de cette Coupe du Monde en Allemagne, ça nous a permis de créer une structure au Cameroun, construire un hôpital, avoir un centre de formation. S'ils ne sont plus que 19, 3 ayant quitté ce monde, la récompense du chef de l'État sera pour tous ces lions indomptables et leurs familles. Des logements de 6 pièces meublés aux standards confortables font désormais partie de leur patrimoine immobilier. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.